Début 2025, les grandes entreprises françaises ont publié leurs premiers états de durabilité selon les normes ESRS. En cette première année d'application, il est critique pour toutes les parties prenantes d'avoir une vue d'ensemble des états de durabilité publiés et d'en tirer des enseignements. C'est pourquoi nous avons choisi de consacrer une édition spéciale des matinales de KPMG à ce sujet. Au cours de cette émission, nous allons vous dévoiler ce que révèle la première année de reporting de durabilité. J'aurai le plaisir de le faire avec Sarah Bagnon, associée au sein de la direction technique de KPMG et présidente de la commission durabilité de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Bonjour Sarah. Bonjour Hélène et merci pour votre invitation. Pour débuter, Sarah, pourriez-vous nous rappeler le contexte de cette première vague de publication des états de durabilité par les grandes entreprises françaises et nous dire en quoi il était important d'en tirer les principaux enseignements dès cette première année? Alors cette première année de mise en œuvre de la CSRD a été un véritable stress test pour les entreprises comme pour les auditeurs verts. Et les résultats sont là. Des rapports utiles, porteurs de valeur et un message fort, celui d'une volonté collective d'agir. Alors des axes de progrès ont été identifiés, notamment en ce qui concerne le besoin de davantage de liens entre les politiques, les actions, les objectifs et les indicateurs, ainsi qu'en ce qui concerne la collecte et la fiabilisation de certaines données. Les prochaines années permettront aux entreprises de construire un récit ESG cohérent, fondé sur une meilleure articulation entre stratégie, gouvernance et performance durable. C'est bien noté. Alors, grâce à une analyse approfondie des publications du CAC 40 et du Next 20, menée à partir d'une matrice de plus de 400 questions, portant sur plus de 50 rapports publiés par de grandes entreprises françaises, KPMG France a livré cet été un panorama inédit du déploiement des normes ESRS. Si vous deviez, Sarah Bagnon, résumer en une phrase la principale leçon à tirer de ce panorama, vous diriez ? S'il ne fallait retenir qu'une chose, Hélène, c'est la dynamique extrêmement positive et la mobilisation collective observée. On voit que les entreprises françaises ont déjà franchi un cap dans la structuration du reporting de durabilité avec des rapports robustes. Cette dynamique s'accompagne aussi de défis importants. Certains sujets nécessitent encore de gagner en maturité et en précision pour offrir un reporting vraiment utile à toutes les parties prenantes. Donc on peut dire des débuts très prometteurs. Intéressons-nous à présent à la double matérialité, véritable pierre angulaire du reporting CSRD, puisqu'elle sert de filtre pour déterminer les informations qui doivent être publiées. Sur la base de votre panorama, Sarah, comment les entreprises se sont-elles appropriées cet exercice ? Alors effectivement, la double matérialité structure le dispositif CSRD. La grande majorité des entreprises de notre panel a décrit tous les prérequis attendus par cette analyse et près de la moitié sont transparentes sur leurs critères de cotation, notamment en matière de matérialité d'impact, les composantes, les échelles, les seuils, offrant une base solide de comparaison entre pairs. Et 40% de ces entreprises impliquent leur gouvernance, notamment les comités d'audit, dans la revue et la validation de l'exercice de double matérialité, ce qui permet une réelle appropriation des enjeux en intégrant les attentes des parties prenantes et en documentant les impacts, risques et opportunités en lien avec les modèles d'affaires. Alors, de manière macro, nous observons une convergence sur les enjeux jugés matériels, notamment concernant l'atténuation du changement climatique et les conditions de travail. De nombreuses entreprises ont également fourni des informations complémentaires pour répondre à leurs impacts, risques ou opportunités spécifiques ou à des attentes particulières de leurs parties prenantes. Et il reste, il est vrai, encore des marges de progression, notamment sur la granularité des critères et l'implication de la chaîne de valeur. Penchons-nous maintenant sur l'un des thèmes majeurs de ce reporting CSRD, le climat. Que nous apprennent les premiers états de durabilité sur les plans de transition mis en place par les entreprises pour atténuer le changement climatique, étant rappelé que le plan de transition climatique décline la stratégie de l'entreprise pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en cohérence avec les accords de Paris.
La dynamique est solide. L'essentiel des entreprises du panel présentent un plan de transition climatique en cohérence avec les objectifs européens et l'accord de Paris. La plupart détaillent les leviers et actions associées. Les cibles sont majoritairement alignées avec les exigences ESRS, avec une projection à horizon 2030 ou 2050. Les plans de transition sont présentés comme des leviers de transformation stratégique portés au plus haut niveau de l'entreprise, avec des objectifs opérationnels en ligne avec les impératifs de décarbonation inhérents à la transition vers une économie durable. Alors, 3 points de vigilance pour nos auditeurs. La formalisation des besoins d'investissement et de financement qui doit être encore affinée, la transparence sur les scénarios d'adaptation au changement climatique qui est à améliorer et les leviers de décarbonation qui restent encore limités sur le scope 3. En effet, si la plupart des émetteurs ont publié des plans de transition sur l'atténuation du changement climatique, 53% présentent les informations attendues. Cependant, la précision de ces plans reste hétérogène. Donc des axes de progrès demeurent. Alors si l'on parle maintenant d'adaptation au changement climatique, comment les entreprises ont-elles abordé ce volet ? Alors, sans surprise, l'adaptation au changement climatique a été jugée matérielle par 9 entreprises sur 10 pour cette première année d'application. Toutefois, en pratique, les analyses de risques climatiques sont en cours de structuration et leur mise en œuvre opérationnelle est hétérogène. C'est en effet un chantier encore émergent, souvent limité par la difficulté à mesurer les risques sur l'ensemble de la chaîne de valeur, compte tenu de la diversité des risques, leur imbrication et la complexité à mesurer les effets combinés et ou leurs occurrences au sein de la chaîne de valeur. Si on élargit maintenant la focale aux autres thématiques environnementales, qu'en est-il de la qualité des informations publiées sur la pollution, sur l'eau, sur la biodiversité et sur l'économie circulaire ? Alors, les ressources en eau font l'objet de publications maîtrisées. L'économie circulaire bénéficie également d'un reporting solide, surtout sur la gestion et le recyclage des déchets, à l'exception des informations visant l'amont des chaînes d'approvisionnement qui restent à développer. En revanche, en matière de pollution et de biodiversité, les publications sont encore peu matures. La majorité sont descriptives, peu chiffrées, et cela s'explique par la complexité méthodologique et le manque d'outils. Il reste donc encore un peu de chemin à parcourir. Les informations requises par les normes ESRS comportent également un volet social important, confère le S de ESG. Quelles tendances majeures identifiez-vous dans le traitement de la dimension sociale dans ces premiers états de durabilité 2025 ? Alors, sur le pilier social, les entreprises démontrent une maîtrise certaine des politiques et indicateurs relatifs aux effectifs, à la diversité et à la santé-sécurité au travail. Certaines sous-thématiques nécessitent encore des efforts. La publication de données sur l'égalité salariale reste incomplète pour une partie des groupes. L'indicateur sur les salaires décents, donc salaires qui couvrent les besoins essentiels du travailleur et de sa famille, n'est pas encore totalement couvert. La collecte d'informations sur les non-salariés ou les personnes en situation de handicap progresse, mais n'atteint pas encore la qualité observée sur les salariés. Globalement, Hélène, la fiabilisation et l'appropriation des indicateurs sociaux progressent, même si les méthodologies et les systèmes vont continuer à s'adapter. L'analyse détaillée que vous avez menée sur ces premières publications CSRD du CAC 40 et du Next 20 vous a également permis d'observer de bonnes pratiques. Quelles sont vos observations majeures à cet égard ? Alors, au regard de notre étude, 3 bonnes pratiques émergent. En premier lieu, la personnalisation du reporting, notamment avec l'identification d'enjeux spécifiques en fonction des activités des entreprises. En effet, 6 entreprises sur 10 ont identifié au moins un IRO, donc impact, risque ou opportunité matérielle liée à un enjeu spécifique à leur activité. Ces sujets, souvent transverses, traduisent des préoccupations concrètes en lien avec l'activité de la société, son organisation ou sa chaîne de valeur. Certaines vont même jusqu'à décliner les analyses par filiale ou par activité. Deuxième bonne pratique, la prise en compte de la chaîne de valeur avec l'intégration d'enjeux qui sont en dehors du périmètre opérationnel. En moyenne, nous avons observé 11 impacts, risques et opportunités exclusivement rattachés à la chaîne de valeur par état de durabilité, soit plus de 20% du total des IRO identifiés. Dans certains états de durabilité, ils représentent même plus de 50% du total des IRO identifiés.
Enfin, nous avons constaté un effort de pédagogie de la part des entreprises afin de chercher à rendre compréhensibles les notions complexes, notamment via des infographies et des explications vulgarisées. Alors, de bonnes pratiques émergentes dont les autres entreprises pourront s'inspirer, bien évidemment. Pourtant, on l'a dit, tout n'est pas encore parfait dans ces premiers stades de durabilité, et c'est bien normal en cette première année d'application. Quels principaux défis les entreprises devront-elles relever cette année pour améliorer la qualité de leur état de durabilité au titre de 2025 et qui sera donc publié en 2026 ? Alors, bon nombre d'entreprises, Hélène, sont en train de travailler la lisibilité de leurs états de durabilité au titre de 2025, en organisant l'information, en évitant les redondances, en renforçant les liens entre politique, action et indicateurs. Le second défi, ce sont les axes de progrès identifiés lors de la première année d'application. 98% des entreprises de notre panel se sont en effet engagées à faire mieux avec des plans d'action précis et à des horizons proches. Même si des marges de progression subsistent, cette première vague de reporting illustre une dynamique de fond. Les grandes entreprises françaises se montrent prêtes à jouer un rôle moteur dans l'appropriation des enjeux de durabilité et c'est un signal encourageant pour l'avenir. En effet, c'est très encourageant pour l'avenir. Alors, même si nous consacrerons le 30 septembre prochain une autre édition spéciale des matinales aux simplifications à venir des normes ESRS, nous souhaitions donner dès à présent un peu de perspective aux entreprises. L'EFRAG, Sarah Bagnon, a présenté son projet de normes révisé le 31 juillet dernier. Que peut-on en dire aujourd'hui brièvement ? Je serai brève. Ces exposure drafts sont soumis à consultation jusqu'au 29 septembre. L'objectif étant de remettre un nouveau projet de norme à l'EFRAG courant novembre après l'analyse des retours des parties prenantes. Il reviendra ensuite à la Commission européenne d'adopter le texte dans les 6 mois, soit d'ici mai-juin 2026. Ces projets de normes simplifiés, qui ne sont encore qu'à l'état de projet donc, s'articulent autour de 3 grands objectifs. Tout d'abord, réduire de manière considérable le nombre de points de données obligatoires. Ensuite, renforcer l'approche top-down pour fournir une analyse de matérialité plus stratégique. Enfin, 3e objectif, harmoniser les formulations entre les normes ESRS, mais aussi avec les normes internationales de l'ISSB afin de donner plus de clarté et de cohérence au rapport de durabilité. Et pour ce faire, que proposent l'EFRAG, Sarah ? Pour ce faire, l'EFRAG propose plusieurs leviers de simplification. 1. Rationaliser l'analyse de double matérialité. 2. Améliorer la lisibilité des rapports avec l'introduction de résumés concis. 3. Réduire le volume de points de données obligatoires. 4. Clarifier la distinction entre contenu obligatoire et facultatif. 5. Prévoir des allègements, notamment en cas de coûts et efforts excessifs en vue de récolter la donnée. 6. Renforcer l'interopérabilité avec les normes ISSB et le GHG protocole. Ces mesures visent à alléger la charge de reporting sans compromettre les objectifs fondamentaux de la CSRD et ces évolutions vont dans le bon sens et font écho à ce que nous avions nous-mêmes recommandé. Et nous vous écouterons le 30 septembre prochain nous en parler plus précisément de cette simplification des normes ESRS. Sarah Bagnon, un grand merci pour avoir dévoilé à notre micro les grands enseignements de votre étude qui, rappelons-le, porte sur plus de 50 rapports de durabilité publiés en 2025 par de grandes entreprises françaises issues du CAC 40 et du Next 20. Pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur votre étude, ils peuvent la consulter dans l'application Radio KPMG à la page de cette émission ou bien entendu sur kpmg.fr. Cette édition spéciale des matinales est maintenant terminée. À bientôt sur les ondes. Les matinales de KPMG.